Général du magazine Renaissance africaine. Et puis suivra le témoignage du professeur Mbenza, le professeur Pamphile Mabiala Mantouba interviendra pour parler de la biographie de Joseph Kasavubu que nous célébrons aujourd'hui. Monsieur l'abbé César Mvumuka parlera des bases spirituelles et morales de l'action politique de Joseph Kasavubu, et le professeur Ngoma Binda parlera de Joseph Kasavubu, philosophie politique et bonne gouvernance. Mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, je sais que quand il y a des conférences pareilles, c'est rare de remplir la salle. Si c'était un meeting politique, nous allions nous retrouver dans cette salle, plein, et les autres dehors, en train d'attendre pour saluer les présents. Je vais, avant de passer la parole à M. Freddy Moulumba, permettez-moi de présenter les intervenants. M. Longo, il est professeur d'université, il est deuxième ici à la table, après M. l'abbé. Il est professeur des universités en Afrique du Sud. Il a publié 500 publications scientifiques et ouvrages, et aussi beaucoup de livres sur Joseph Kasavubu. Abbé professeur César Mvumuka, il est prêtre du diocèse de Boma, il est juste à ma gauche. Il est professeur à l'université Kasavubu, auteur de plusieurs livres sur la vie de Kasavubu. Je crois que dehors là, nous avons exposé des livres. Ceux qui en auront besoin, je crois qu'ils pourront acheter sans problème. Ça va enrichir la bibliothèque. Professeur Pamphile Mabiala Mantouba, qui pourra parler bien sûr de la biographie de Joseph Kasavubu. Il est historien, ethnologue, doyen de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Kinshasa. Il a publié 120 publications scientifiques au niveau national et international, et il est connu parce qu'il n'est pas un nouveau venu dans ce monde. Je ne pense pas avoir fini. Professeur Ngoma Binda, professeur ordinaire à l'université de Kinshasa, il est aussi auteur de plusieurs publications scientifiques, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Kinshasa. On va pouvoir commencer. Permettez-moi de reprendre cette phrase de André Malraux qui disait « Le tombeau des héros est le cœur des vivants ». Nous parlons aujourd'hui de notre héros national, Joseph Kasavubu. Monsieur Freddy Moulumba, vous avez la parole pour le mot de bienvenue. Merci, Monsieur Bakandoa. Mesdames et Messieurs, distingués invités, au nom du magazine Renaissance africaine que j'ai le plaisir de représenter, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de la paroisse Notre-Dame de Fatima à l'occasion de cette journée de sensibilisation sur le président Kasavubu, notre héros national. Pourquoi une journée de sensibilisation sur le héros national Joseph Kasavubu? D'abord, le 24 mars prochain, donc 2021, la République démocratique du Congo va commémorer 52 ans du décès du président Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo. Pendant le régime du président Mobutu, il est tombé dans les oubliettes. Conséquence,
le président Kasavubu n'est plus connu des générations d'enfants du pays des années 1970, 1980 et 1990. Il faut attendre l'arrivée de Laurent Désiré Kabila au pouvoir pour voir le nom de Kasavubu réapparaître sur la place publique, même dans les médias. Lors du deuxième week-end scientifique de Banzangungu, du 20 au 22 mars 2009, à l'université Joseph Kasavubu, les participants avaient demandé au président de la République de proclamer, au cours d'une cérémonie officielle, Joseph Kasavubu, père de l'indépendance et héros national. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du 30 juin 2020, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a élevé au rang de héros national le président de la République démocratique du Congo, l'ancien président, le premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. La deuxième raison pour laquelle les magazines Renaissance africaine organisent cette journée de sensibilisation est que le président Tshisekedi est devenu président de l'Union africaine pour l'exercice 2021-2022. Sous sa présidence, la RDC s'est engagée à faire un plaidoyer pour rassembler les derniers instruments de ratification et d'adhésion des 2 tiers des États membres, conformément aux prescrits de l'article de la Charte culturelle africaine adoptée à Khartoum en 2006. Selon cette charte, en son article 7, les États africains s'engagent à œuvrer pour la Renaissance africaine. Il convient de la nécessité d'une reconstruction de la mémoire et de la conscience historique de l'Afrique et de la diaspora. Voilà, avant de parler de l'Afrique, je pense qu'il faut commencer par la reconstruction de la mémoire et de la conscience historique congolaise. C'est dans ce cadre que les magazines Renaissance africaine organisent des conférences pour faire connaître les pères de l'indépendance du Congo, comme le président Joseph Kasavubu. Cette commémoration sert à construire notre mémoire collective pour que la jeunesse congolaise ait des repères. Je peux vous dire ici que trop peu de gens savent qui est Joseph Kasavubu. Surtout les jeunes gens d'aujourd'hui, même ceux qui ont déjà 40 ans, ne savent pas ce que le président Kasavubu a fait pour ce pays. Je vous rappelle que si aujourd'hui nous sommes indépendants, les premiers à réclamer l'indépendance immédiate, c'est Joseph Kasavubu avec la BACO. Et je vous rappelle aussi que Kasavubu était le seul homme politique qui défendait les valeurs africaines. Il était déjà inscrit dans cette vision de la Renaissance africaine. Et l'homme est mort honnête. Donc c'est important pour notre jeunesse d'avoir des repères. Cependant, il reste à l'État congolais d'inclure dans les manuels scolaires d'histoire des pères de l'indépendance du Congo. Voilà pourquoi nous organisons cette conférence, débat, cette journée de sensibilisation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le directeur général du magazine Renaissance africaine. J'invite à présent le professeur Mbeza pour son témoignage. Notre communication sera structurée en utilisant 2 sciences. La première science s'appelle la doxologie. C'est la science des louanges envers la divinité. Et donc, cette science de doxologie va utiliser 5 mots. Dieu aime les chiffres. Ces mots, en français, merci. En Kiyombe, Tosakidela.
Tsakidila. Après la doxologie, qui est le président Joseph Kasavubu, comme un homme comme tout le monde, à travers son destin, à travers la destinée pour que ces pays aillent vers le développement. Enfin, notre témoignage est un témoignage qui est intitulé « Renaissance africaine par le leadership humaniste, mondialiste, panafricaniste du président Joseph Kasavubu à travers son engagement politique, religieux, académique, plus que scientifique, vers la sainteté. Pour les chrétiens, elle jaillit pour les musulmans. Pour nous les Africains, les saints, nous les appelons les Bakoulou. Je commencerai par la doxologie. Tout ce qui arrive est bon, même quand c'est mauvais. C'est pour cela que nous allons dire, Seigneur, merci d'avoir favorisé pour que votre serviteur, Joseph Kasavubu, soit un talent, un don de Dieu. Après cela, je voudrais être fort parce qu'il y a des controverses autour des dates. Et je viendrai préciser. Le président Joseph Kasavubu aimait les chiffres 4. Alors je suis entouré de 4 personnes engagées. Notre DG Freddy, c'est vous qui êtes de la Renaissance. Vous nous avez dit de renaître comme Joseph Kasavubu. Professeur Ngoma Binda, professeur Pamphile, vous avez été toujours des disciples. Vous avez préféré être de véritables témoins, mais non des héritiers biologiques de Kasavubu. Professeur Vumu, sacerdoce in aeternum, prêtre dans l'éternité. Kasavubu voulait être aussi prêtre, mais vous êtes professeur venant de l'université Joseph Kasavubu, IKV, mais vous êtes aussi mon fils, Mwana Nanga. Je commencerai par dire merci. Merci parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu la fierté. S'il n'est pas bon sang du président Étienne Tshisekedi, alors j'allais douter. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a décidé d'élever le président Joseph Kasavubu au rang de héros national.
savez, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Et en fait, le président Félix Antoine a senti qu'il avait besoin du bon vin. Le bon vin qui enivre le Seigneur. Après, le président Félix, en latin, Félix, heureux. Je voudrais dire merci au président qui s'appelle aussi Joseph Kabila. Parce que en 2017, il a rendu hommage au président Joseph Kasavubu et il a envoyé un ambassadeur et il s'appelle M. Jean-Pierre Kambila Kankwen en Kiyombe. Dites à celui qui vend avant, il ne faut pas celui qui vient après. Et voici ce que j'ai lu, c'est que le président Kabila, qui est allé à Singini et qui a érigé les mausolées pour le président Joseph Kasavubu. Et cette conférence, c'est pour sensibiliser, pour que les jeunes ne puissent plus être distraits. Voici ce qu'il écrit, toujours dans cette capacité de comprendre et de tirer la vie d'un peuple dans une direction nouvelle. C'est le paradigme nouveau. Les anglo-saxons disent le paradigm shift. Il écrit, Joseph Kasavubu a été celui qui a sorti l'idéologie de la Bako de son carcan limité à l'espace Congo pour l'amener à intégrer à l'ensemble du processus de création de la nation congolaise. Il y a encore le président Joseph Kabila. À cet égard, Joseph Kasavubu n'est pas seulement un exemple, c'est un véritable maître. Par maître, je veux dire celui qu'il faut écouter, étudier. Vous êtes là pour ça. Tous les chercheurs, les jeunes, on vous invite d'imiter la vie du président Kasavubu. C'est comme on nous dit, imiter la vie de Jésus. Le président Joseph Kabila écrit, à cet égard, Joseph Kasavubu n'est pas seulement un exemple, c'est un véritable maître. Par maître, je veux dire celui qu'il faut écouter, étudier, tâcher de comprendre, d'assimiler et de qui suivre l'exemple. Alors, maintenant, qui était le président Joseph Kasavubu? Il y a eu beaucoup de problèmes. Et tenez, l'ancêtre, malheureusement, on ne s'est pas projeté. Notre ancêtre s'appelait une mère Ntingu. Elle a eu 12 enfants. Et comme les Juifs, les Bayombe, les Chinois et les Baluba, ils migrent beaucoup. 8 ils sont partis. 4 filles sont restées à Singini. La première s'appelle Tsakalamwanda.
La deuxième fille, Mbungu Mwanda. Troisième, Mwanda. Et en la quatrième, Mvangi Mwanda. Et Mvangi Mwanda a été élevé par sa grande sœur aînée, Tsakala Mwanda, parce que leur mère était décédée précocement. Téné et de la fille Tsakala Mwanda aura une seule fille qui s'appelle Mombolobe, mais Mvangi Mwanda aura sa fille Mavungu, et curieusement, Mombo et Mavungu vont avoir chaque sœur des enfants d'un seul père. Et il s'appelle Mvubutiku. Et donc c'était en 1914. C'est l'année pour la première fois on a planté le riz dans ce pays. On a planté à Singini par les Belges. Et c'est ma grand-mère et la grand-mère du professeur Boissa qui ont accouché le président Joseph Kasavubu le long d'un petit ruisseau. Mais avant la naissance, leur père était étiqueté de sorcier. Et on lui a dit, vous devez boire Kaasa, la ciguë. Si vous êtes sorcier, vous allez mourir. Si vous n'êtes pas sorcier, alors vous n'êtes pas sorcier. Et voilà pourquoi Mvubu a accepté de boire le poison. Et il n'est pas décédé. Voilà pourquoi on a donné le nom de Joseph Kaasa. Donc, lui-même, Mvubu, il est poison. En ce qui me concerne, le professeur Pamphile, il n'est pas là par hasard. Son grand-père, il s'appelait, Kasavubu l'appelait Chilwang, le fleuve, parce qu'il devait aller de l'autre côté du fleuve. Et là où s'écoute Mbombalouang, l'arc-en-ciel. Et donc Kasavubu devait être l'arc-en-ciel. Et quand il est évalué, il sera pris en charge par ma mère qui s'appelle Elisabeth Mbumbangim. Elle avait la tâche de faire la pédicure. Vous savez, pendant la saison sèche, il faut enlever les chics. Alors, qu'est-ce qui arrive en 1960? Je suis jeune. Le président Kasavubu arrive à Singini. Il était angoissé. Il est avec notre roi, Tembo Kivita. Et j'étais petit. Je ne sais pas pourquoi je devais être là. Et il demande au roi, on me dit de révoquer le Premier ministre, Lumumba. Mais je ne veux pas le révoquer. Qu'est-ce que vous pensez? Et le roi lui dit, vous pouvez le révoquer. Et quand il rentre, il me dit, soyez toujours le courage. Je vais vous laisser 2 textes. Il y a un dans la Bible, chapitre 16, le Lévitique, le bouc émissaire. Deuxième livre dans la Bible, c'est le Juge 9,8. Et là, vous allez lire pour le président
Mobutu, et puis vous allez lire aussi pour Eti. Eti, pour Kasavubu, c'était le président Étienne. Avec le courage, j'ai lu. Ça dépend, vous voulez voir la Bible. Si c'est en français, facile. Si c'est la Bible de Jérusalem, si c'est Tob, traduction écuménique de la Bible, bien Louis II ou coraïque. Mais là, il vous dit, c'est le pardon, l'expiation. Nous allons demander au président Félix Antoine Tshisekedi d'être un mandat d'expiation, de pardonner. Alors, l'autre vous dirait, dans juge, vous direz au président Mobutu, il ne faut pas vendre ce pays. Si vous ne le faites pas ça, vous allez fuir le pays. Tout ceci, j'ai dit à ces personnalités, elles m'ont écouté et je pense que Kasavubu était un berger prophète. J'ai dit, je vous remercie. Sans plus tarder, j'invite le professeur Pamphile Mabiala Mantouba pour son intervention. Honorable Excellence, Monsieur le professeur, Mesdames les professeurs et chers collègues, Monsieur le directeur général de la Renaissance du Congo, distingués invités à vos titres et qualités. Après avoir entendu des discours célestes, un discours de l'au-delà présenté par le professeur Longomenza dans sa toque de pouvoir traditionnel, réputé mystique, il m'est difficile de prendre la parole devant votre assemblée. Moi, je vous fais revenir sur terre. Kasavubu, c'était sur terre et non pas au ciel. Donc je serai très humble. La spiritualité, on vous en parlera tout à l'heure avec une personne qualifiée, l'abbé Vumuka, et les aspects philosophiques seront abordés à la fin de cette matinée. Kasavubu, Joseph Kasavubu, quel est son nom? Première question, parce que tout à l'heure, on l'a évoqué en passant. Quel est son nom? Quelle est sa date de naissance? Et pourquoi on l'appelle ici? La première question, Joseph Kasavubu ne s'appelle pas Joseph Kasavubu. Il s'appelle Joseph Kasamvubu à Guillaume. Kasamvubu qui s'appelle. Mais l'administration a tropicalisé, européanisé les noms. C'est venu Kasavubu. Kasa. Kasa, c'est le poison, c'est un arbre qui existe. L'arbre de l'épreuve de poison. Quand quelqu'un était accusé de sorcellerie, bon, on disait qu'on le soupçonnait de sorcellerie, on dit voilà, vous avez mangé mon fils, prouvez que vous êtes innocent. Il y avait une cérémonie rituelle, on appelait les supposés coupables, et on nous faisait boire du poison, les kasa, de cet arbre-là. Si vous mourrez tout de suite, vous êtes sorcier. Si vous ne mourrez pas, alors vous n'êtes pas sorcier du tout. Et les plus intelligents prenaient un antidote. Ils buvaient quelque chose avant. Les plus sages, soit du miel ou un autre produit, de telle manière qu'au moment de l'épreuve, rien ne se passa. Donc, Kasa, c'est un arbre qui vous permet de tester la vérité des accusations, des présomptions d'accusation, de diffamation d'un sorcier. Alors quand on avait réussi à l'épreuve de poison sans mourir, on prenait un nom de l'épreuve de poison en disant qu'on est passé par ces rituels, on n'est pas mort. Par exemple, un sobriquet comme
secouez les palmiers, il ne vous arrivera rien. Tout comme on a bas, tout comme on a bas. Secouez les palmiers et rien ne va vous arriver. Parce que vous avez déjà fini les fleuves de poison, rien ne va vous arriver. Donc, Kasavubu, comme dit Goethe, Name Ishiksa, le nom c'est le destin. Le nom c'est le destin. Donc ce nom-là c'est un destin, arbre de vérité, et Kasavubu sera un homme recherchant toujours la vérité et replaçant toujours la vérité à sa place. Deuxièmement, il s'appelle Mvubu. Mvubu, c'est une surprise. C'est un événement qui vous arrive de manière surprenante. Et lui, Kasamvubu, donc c'est une surprise, soit qu'il y a eu beaucoup de malheurs en famille, et que la surprise cette fois-là, c'est que l'enfant n'est pas mort. C'est quand même une surprise qu'il vive longtemps. Parce qu'à l'époque, on mourait de variole, il n'y a pas de vaccination. Donc les enfants mouraient à bas âge. Lorsqu'un enfant survit quand même, donc il devient une surprise. Ou bien l'élo, cette fois-ci, l'élo, ça veut dire cette fois-ci, vous ne l'avez pas mangé, qu'il vive quand même. Un vous, cette fois-ci, c'est une surprise, il n'est pas mort de votre sorcellerie. Voilà les noms comme ça qu'il a. Mais en tant qu'homme politique, si vous reliez les deux noms, Mvubu, eh bien, l'histoire politique que je vais vous raconter a été une surprise à tous les niveaux. Et c'est ce qui fait le mystère même de son héroïsme, c'est qu'il a été une surprise et pour les missionnaires, et pour la politique, et pour les Congolais en général. Voilà, ce nom-là est programmatique, en dehors des aspects très élevés de la spiritualité de tout à l'heure. Alors, deux identités à l'époque. Un nom enregistré à l'état civil et un nom de baptême à la mission. Il y a deux noms de Kasavubu, deux. Y compris moi, je ne veux pas vous donner mon autre, j'en ai deux aussi, de l'état civil et des religieux. Les missionnaires voulaient imposer le système de onomastique européen. Grand-père, petit-fils, Gomez, du grand-père, du père, au petit-fils, même post-nom. Alors, l'État respectait la coutume. Il y a une loi de 1975 sur le port du nom en République démocratique du Congo que beaucoup ne connaissent même pas. Hein? Il y a les noms là, on ne porte pas vaille que vaille, comme disent les Kinongulu Ngulu. Donc, ces noms-là, il s'appelle Kasamvubu, de son nom du côté de l'état civil, et Kasakundi du côté des missionnaires. Donc, les missionnaires suivent un système de filiation partenariale. Les grands-pères, les pères et les petits-fils ont le même poste, non? Et alors, à l'état civil et chez l'État, respectent la coutume. Donc, selon que l'individu a un nom personnel d'abord et un poste-nom. C'est comme ça que nous fonctionnons dans ces sociétés surtout matérielles. Le père de Kasavubu, on vous l'a dit, s'appelle Mvubu Tiku. Sa mère, Mavango Poba. Alors, bon, et l'enfant Kasavubu appartient au clan de sa mère. Et Kasavubu est né à Kinkoumadizi, mais son clan, c'est le Kamambemba, le village de son père, parce que nous sommes dans une société à filiation matrilinéaire. Donc, les enfants appartiennent non pas au clan du père, mais au clan de la mère. Chez nous, c'est pas comme chez les Baloubes, mon cher ami. Il est étonné, celui-là. C'est ça l'émancipation de la femme. Nous sommes loin depuis longtemps là-dedans. Alors, à l'époque, les enfants qui naissaient, on disait il est né le jour où nous avons planté tel safoutier, le jour où nous avons planté tel manguier. Et comme ce n'était pas connu au début, donc les enfants qui sont nés, comme le Simon Kimbango là, bon, vous dites le 1887, en fait, les Européens arrivent, personne ne sait qui est qui. Alors on vous appelle quand vous arrivez à la mission comme Kasavubu, en 1925. Le père André Chermès, qui l'a baptisé, il a déjà un certain âge, on le regarde, on dit, celui-là on met plus ou moins. Dans les dossiers, c'est marqué comme ça, plus ou moins 1910. Voilà la date de naissance du père André Chermès. Le père André Chermès, c'est le missionnaire qui est à Kango, qui a composé l'hymne de Bayom
C'est tout Mayombe, il y a toujours la benne, bête. Hein? Notre pays, les Mayombe, en fait, cette mélodie qu'il a composée est inspirée d'un chant flamand de Haut Venir, les jardiniers. Donc les Bapende et les Bandundu ont la même mélodie, mais qui pendent. Les Mayombe ont la même mélodie, à Kiyom, je crois que c'est le chant de leurs ancêtres, Artifo. Donc c'est Père Arma Chermès. Père Arma Chermès l'a eu en 1925, quand Kasavubu était accompagné par son grand frère Michel à la mission. On dit, bon, celui-là, tel qu'on le voit, court, détail, bon, à peu près, plus ou moins, 1910. Alors, et puis dans d'autres documents, après il dit, mais peut-être qu'il est un peu vieux que ça. Après, dans un autre document, le 1913, ce n'est pas une date X, c'est le 1913. Alors les membres des familles, n'est-ce pas, ils ont dit, nous en famille, c'est 1917. C'est impossible qu'ils soient nés en 1917. Mais les gens de la famille ont dit que notre papa, c'est notre papa, il est né en 1917. Donc voilà un conflit déjà des dates de naissance. Mais si vous prenez 1917 ou 1910, divisé par 2, vous tombez à peu près en 1913. Donc dans un article que j'ai publié avant, j'ai mis 1913 comme date de référence pour la naissance de Kasavubu, pour des raisons de calcul, pour des raisons de technique de la science à laquelle nous appartenons. Joseph Kasavubu, donc en 1925, on l'amène là, et on lui donne un âge d'abord, et puis il est baptisé la même année. Il a les confirmations, même pas, à l'époque, tout ça, ce n'était pas ordonné comme aujourd'hui. Alors, finalement, il fait l'école primaire à Kizou, hein, de 1925 à 1928, là. Et puis, il va au petit séminaire de Mbataké. Le séminaire de Mbataké, il va rencontrer des gens comme le cardinal Maloula, hein, le monseigneur Moquet. Hein, les premiers de classe, on vous envoie automatiquement au séminaire, que vous le voulez ou pas. Donc, tous les gaillards que vous voyez, professeur Ngomabinda, professeur Longo, professeur Boissa, qui parlent les mots, non, pas celui-là, les deux là, je les ai trouvés comme élèves déjà des grands finalistes au petit séminaire. Les deux que vous voyez à table là. Donc quand vous étiez premier de classe, les 3 premiers, vous appartenez à la mission pour les vocations, préparer les vocations, ainsi de suite. Donc voilà notre Kasavubu qui s'en va au petit séminaire de Mbataké là, où il rencontre des gens comme Monseigneur Moquet, c'est des séminaires interdiocésains, donc des gens d'Inongo, les gens de Makanza, Nouvelle-Anvers, viennent en Mbataké étudier. Les grands séminaires sont interdiocésains, Niangara dans la province orientale, Kabwe au Kasaï. Donc les pays étaient déjà une nation bien avant l'indépendance. Et à un certain moment, à cette époque-là, avant 1933 d'ailleurs, il n'y avait que 4 provinces dans le pays. Équateur, Congo, Kasaï, province orientale, les 4 provinces. Donc les Kassaïens, les Bandundouais et nous, on était dans la même province. Mais ça, les gens ne savent pas. Cette année, jusqu'en 1933, c'est encore comme ça. C'est en 1933 qu'on a décidé qu'il y ait 6 provinces. Et jusqu'à l'indépendance, et puis ça devient les provinces 7, 22, etc. Mais toute cette histoire n'est pas connue. Vous croyez que nous, chez nous, dans notre province, nous, les Bakompout, les Bakokalonji, les Médecins, non, nous avons toujours été... Il y a eu plusieurs possibilités d'exister ensemble à travers cette administration coloniale, à travers les missions catholiques et ces grands séminaires interdiocésains où c'était des foyers de la construction nationale. Donc quand Kasavubu se retrouve avec Maloula à Mbataké, il les retrouve encore au grand séminaire de Kabwe. Joseph Ngala, qui deviendra politicien, journaliste après, on les retrouve avec Kasavubu à Kabwe, Monseigneur Moquet, et au petit séminaire et au grand séminaire. Donc c'est des endroits où la nation s'est construite progressivement avec un esprit national. Donc il ne faut pas vous étonner qu'à l'indépendance, ils aient pu travailler ensemble sans beaucoup de collisions. Alors, donc Kasavubu, déjà au petit séminaire de Mbataké, on voit qu'il aime les mathématiques, il aime la synthèse. À l'époque, au petit séminaire, messe tous les jours, chaque jour messe, et en latin. Donc, messe Ave Maria, grâce à pleine, Pater Noster, chapelet tous les jours. Et donc, les élèves qui sortaient de là, lisaient les lettres latines, c'était des humanités latines, gréco-latines à l'époque. Kasavubu a fait cela,
et de 1928 jusqu'à 1936. En 1936, à la fin des humanités, le deuxième des classes, hein, il aimait tout ce qui était synthèse, résumé des textes, discuter. Déjà au petit séminaire, on le surnomme Kiboba Kassa, le vieux Kassa. Il est jeune, mais il a des raisonnements de vieux. Hein? Chaque fois, il pose des questions sur des choses inhabituelles pour son âge. Alors, on l'a surnommé Kiboba Kassa, le vieux Kassa. Le vieillot Kassa, finalement, si on doit être méchant. Mais il est vieux Kassa, dit quelqu'un plein de sagesse, prématurément est né, et plus vieux en raisonnement que les autres élèves. Et les missionnaires vous tiennent à l'œil à ce moment-là. Pour que vous n'abîmiez pas leurs joies, n'est-ce pas, il faut... on vous regarde comment ils raisonnent, toujours en posant de mauvaises questions inhabituelles. Et donc on les soupçonnait déjà d'être un esprit indépendant au petit séminaire de Batikela. Alors il s'en va en 1936 à Kaboué, au grand séminaire, pour étudier la philosophie. Mais étudier la philosophie, c'est étudier la philosophie. Ça change l'esprit. Envoyez votre fille faire la philosophie, vous verrez qu'à la maison, les discussions vont changer. Et donc, comme nous sommes à la faculté des lettres, les filles qui ont fait les lettres, oui, l'ontologie, l'ipséité, lettres là, des lettres là, oh, les maris ont peur de ces filles-là. Parce que cette philosophie, ça transforme les raisonnements. La bibliothèque du grand séminaire, comme à Baïdi, ici au Congo central, comme à Kaboué, la bibliothèque était bien achalandée, beaucoup de livres, Emmanuel Kant, l'esprit des lois de Montesquieu, la division du pouvoir exécutif, législatif et tout ça, judiciaire, c'est dans des livres de Montesquieu, discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, c'est les discours de Jean-Jacques Rousseau. Donc il lit tout ça au grand séminaire, il a fait 3 ans de gradia, de 1936 à 1939. Donc il sort quelqu'un de transformé par là. Ce n'est plus le même Kasavubu que vous connaissez. Ses collègues sont devenus prêtres. Mais lui, 3 ans après, il est gradué, il a déjà la soutane. Et puis on l'appelle au rectorat. Le père recteur lui dit, Monsieur Joseph Kasavubu, votre évêque nous a écrit. Vous a écrit quoi? L'évêque de Boba. Nous sommes au Kasaï. Votre évêque nous a écrit, vous devez rentrer au diocèse. Mais j'ai fait quoi? Non, le Seigneur vous a destiné à d'autres fonctions. Vous n'êtes pas fait pour la vie des prêtres. Ah! Il dit, mais moi, je vais être prêtre. Qu'est-ce que j'ai fait pour que vous me chassiez de l'école? Il y en a qui sont allés raconter, on l'a renvoyé parce qu'il n'était pas intelligent. Faux. Et on l'a renvoyé parce qu'il avait un esprit indépendant. Il posait des mauvaises questions. Il disait, mais liberté, inégalité, racisme, des choses comme ça à table. On disait, mais toi là, tu veux quoi? Parce que tu poses des questions sur des choses inhabituelles. On l'a renvoyé au diocèse. Maintenant, il arrive à Kangou, l'ancienne mission du diocèse de Boma. On l'envoie comme traducteur de la Bible. Kiyombe français, hein, un français Kiyombe pour avoir une Bible en anglais. Donc, il devient traducteur. Il dit, je ne vais pas rester ici comme ça, chômé. Je vais... Et il s'est inscrit à l'école normale qui est à côté. En même temps qu'il traduit, il va à l'école pour être enseignant. Et puis il termine comme enseignant en 39-40. Et il sort de là. D'abord, on le surveille, hein, parce qu'il risque d'abîmer tout le monde par là. Et puis, il s'en va de là en 1940 et il va à la Grifford, société d'agriculture du Mayombe, là, à Kidima. Là, il travaille dans l'administration de la compagnie et il en profite pour se marier. Il s'est marié avec une jeune fille de 17 ans. À l'époque, on s'est marié jeune, hein, parce que l'espérance de vie, ma foi, était très courte. Donc, alors, avec cette autre, une fille de 17 ans qui était à l'école ménagère, c'est parmi les rares intellectuels du moment, hein, des pièces rares, donc il s'est accaparé d'Hortense Masunda comme fiancé, et puis il a épousé pendant qu'il avait un emploi à la Grifford. Avec lui-même, Kassavou, dans sa famille d'origine, était le 8e enfant de 9, et lui-même, dans sa famille, avec Hortense, 9 enfants, 5 filles et 4 garçons, 9.
Bon, à l'époque, on donnait, comme au Moyen-Âge en Europe, on donnait d'abord beaucoup d'enfants. Parce qu'on ne savait pas combien allaient mourir. Alors on disait, bon, si je donne 9 enfants, il en restera au moins 4 ou 3, ou même 2 parfois de 9. Et parce que la mortalité, il n'y a pas de vaccin, la mortalité était forte. Mais les 9 sont restés vivants. Et dans la famille d'où il sortait, où il était 8e de la famille, et dans sa propre famille, 9, 5 filles, 4 garçons. Voilà, Kassavou, très fertile. Gon unique, parti unique, n'avait pas beaucoup de bureaux, ça va? Alors, donc les voilà qui est papa, vrai papa, alors, il était papa, quoi. Voilà. Et cette année-là, il reste à Kidima et travaille à l'Agrifort. Et pour l'année suivante, il va à la société d'Agrium. Hein. Et puis il apprend qu'il y a un concours d'administration à Kinshasa, recrute des fonctionnaires à Léopoldville. Il dit, oh, je vais à Boma faire les tests. Il a fait les tests, il a réussi. Alors c'est comme ça qu'il monte à Léopoldville pour un emploi comme agent de l'État et agent auxiliaire de l'État au service des magasins généraux. Alors, au service des magasins généraux, il y avait des biens de l'État, les livres, des choses qu'on pouvait voler. On l'a mis là, pour être sûr qu'il allait bien se comprendre. Il n'a rien pris d'autrui. Parce qu'à cet endroit-là, on peut voler, se faire des petites boutiques à la cité, n'est-ce pas? Il n'a pas volé les gens à ce niveau-là. Donc, on l'a bien apprécié. Et dès qu'il arrive à Léopoldville, là, en 1946, les gens remarquent que chaque fois qu'il va dans une ONG, on nous donne une responsabilité. On dit, mais ce type-là, nous, c'était des primériers la plupart, hein, des autodidactes. Mais ce type-là, gradier, c'était déjà les sommets, les sommets. Là. On nous donne une responsabilité. Union pour les intérêts sociaux congolais UNESCO en 1946, on dit c'est secrétaire général, c'est toi. Mais bon. Et puis, lorsque se crée l'association des anciens élèves de paix d'esquette, de nouveau, les Bolikango, là, dit c'est toi, parce que toi, c'est parle bien, tu raisonnes bien. Et dans le cas de ces ONG, aujourd'hui on parle beaucoup d'ONG, et ils commencent à poser des questions. Les droits du primo-occupant. Bon, les Belges disent que la terre du Congo, c'est leur terre, et qu'ils n'ont trouvé que des terres vacantes. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est admissible que dans nos villages, s'il n'y a personne dans la forêt de Kondala, eh bien, c'est que ça appartient à personne. Chez nous, il n'y a pas de terres vacantes. Chaque terre appartient aux propriétaires des premiers occupants qui sont là, qu'ils soient visibles ou pas visibles. Première possibilité. Ils commencent à constater aussi les différences de justice raciale. Ils posent des questions dans les raisonnements des groupes. Alors les missionnaires et l'État ont dit, mais il faut que nous encadrions tous ces mouvements associatifs. Hein, parce que si on les laisse, ce serait une bombe contre l'État. Alors on a commencé à créer des associations d'anciens élèves presque partout, de telle manière qu'on puisse les contrôler. L'ABACO est créée en 1950 à Zalando, comme une association pour l'unification, l'expansion, l'apprentissage de la langue kikongo et la promotion de la culture congo. Lui, Kassavou, n'y est pas, c'est pas lui le fondateur de l'ABACO. J'ai amené des tas de livres là, sur la table, parce que beaucoup qui disent qu'il n'y a pas de documentation sur Kassavou. Ça existe, sauf vous ne les lisez pas, tout simplement. Et alors, Kassavou, en 1954, on décide qu'il devienne le président général de l'ABACO. Dès qu'il entre en 1954, ben, les choses à l'ABACO changent. C'était une association culturelle, tout court. Maintenant, ça prend des allures politiques. Alors, en 1955, Van Bilsen dit, écoutez, pour contrôler les mouvements des indigènes là, plan de 30 ans pour l'émancipation du Congo. Plan de 30 ans. Nous sommes en 1955. Et 55 plus 30 ans égale 1985. Alors, plan de 30 ans pour l'émancipation du Congo. Alors, en 1956, Joseph Ileyo, Albert Maloula, qui est encore M. l'abbé, Albert Camus, tous ces gens de conscience africaine, disent, nous, avec ce plan de 30 ans, nous sommes d'accord. Que ça veut dire encore 30 ans, nous ne sommes pas encore prêts pour l'indépendance, hein, qu'on adopte 30 ans, mais nous collaborons, qu'on nous mêle à la planification de ces 30 ans, à la gestion de ces 30 ans, alors nous sommes d'accord. Quand ça vous réunit les gens de l'ABACO, il dit, jamais du tout. Il n'est jamais trop tard pour avoir son indépendance.
nous voulons l'indépendance immédiate et inconditionnelle. Parce qu'au Ghana, les pays étaient indépendants en 1957, la Guinée-Conakry 1958 et tout ça. Et vous voulez 30 ans, mais c'est beaucoup trop. Imaginez que si lui n'avait pas fait ça, le Congo serait devenu indépendant en 1985. Donc c'est le dernier pays indépendant de l'Afrique. Parce que l'Angola, c'est 1975. En 1985, l'apartheid a été libéré, donc on a donné aux Noirs le pouvoir en Afrique. Imaginez, et ça entraîne, les 30 ans auraient été 30 ans de guerre, comme en Algérie, guerre d'indépendance, et comme en Angola, où il y a eu beaucoup de morts. Donc on a évité tout ça par cette mauvaise, bonne décision de Joseph Kasavubu. Donc, indépendance, c'est le père de l'indépendance immédiate et inconditionnelle. C'est le père de la souveraineté du Congo. C'est comme ça. Alors, donc, nous sommes en 1956, manifeste de conscience africaine, cause de manifeste de Bako. Nous voulons l'indépendance, ça y vit. Ma question est athée. Ça y vit. Tout de suite. Pas demain. Et alors maintenant, tout bouge. Nous sommes en 1956. L'administration coloniale dit on va organiser des élections. Les élections en 1957. Alors, organiser des élections, mais dans toutes les villes, ce n'est pas possible. On commence par 3 villes. Elisabethville, c'est-à-dire Lubumbashi, Jadotville, Likasi et Léopoldville. À Léopoldville, là-bas, presque, là-bas, on n'était pas encore répartis. Même le MNC Lumumba, pas encore. Il n'y a pas encore de partis politiques agréés à l'époque. Mais il y avait des groupements, des réunions, tout ça. Presque toutes les communes de Kinshasa ont été raflées par les BAM de la Bako. Et Kasavubu lui-même, bourgmestre de la commune de Dendal, donc la commune de Kasavubu là, c'était lui le bourgmestre, élu, à la majorité écrasante des voix. Alors, le jour de son installation, en janvier 1958, il dit racisme et toboï. Hein? Injustice, discrimination raciale, où il y a des bars où les Noirs peuvent entrer et les Blancs seulement toboï. À l'époque, par exemple, un Blanc, quand on veut retrouver la nuit chez les indigènes à la cité, vous arrêtez. La cité coloniale vous dit, mais qu'est-ce que vous êtes parti faire la nuit chez les Noirs? À la Gombe, quand vous quittez à 18h, on sonnait les clairons. Bozong à la cité, Bozong à la cité. Donc les travailleurs des Blancs qui étaient à la Gombe ici devaient déguerpir au plus tard 18h pour laisser les Blancs entre eux. Quand nous sommes dans quel pays là? Alors il a commencé à poser des questions, non seulement des droits des occupants, des problèmes de ségrégation raciale et des problèmes d'émancipation et de l'imminence de cette émancipation. Et voilà. Et puis il a dit, avant l'indépendance, nous devons participer à la gestion du pays. Alors c'est comme ça qu'on va créer les collèges. À partir de 1958, là, 59, Kasavubu, d'abord, en 1958, il y avait cette conférence panafricaine d'Accra. Diomi, Lumumba sont autorisés à aller à Accra à cette conférence. On dit que Kasavubu, s'il part là-bas, il reviendra avec une mauvaise mentalité, il ne peut pas partir. Il arrive à l'aéroport, on dit, monsieur, votre passeport n'est pas notre, retournez à la maison. Ah, Kasavubu dit, c'est quoi ça? Bon, Lumumba est parti avec Diom, il revient. Quand il revient, et il devient autre que le Lumumba qu'on connaissait avant. Les Belges disent, peut-être c'est des émotions de voyage, hein, et il va changer quand même. Mais il avait changé totalement, il a compris que les autres étaient indépendants, pourquoi pas nous? Alors, Mobutu, qui était dans l'armée, est sorti en 1957. Il a fait 7 ans dans l'armée, Mobutu. 7 ans dans l'armée, et puis il n'a pas été rengagé, ça veut dire qu'on ne l'a pas maintenu. Il est sorti de l'armée. Lui aussi, avant 1957, il est au camp congolais. Dans les autres pays, les soldats sont au grade de lieutenant. Et nous, il n'y a même pas d'adjudant. Les premiers adjudants de notre pays, c'est en 59, 12. Et en 60, encore 22 adjudants, 22. Mais avant, c'est 16 ans. 16 ans major, premier 16 ans major, comptable. Il n'y avait pas d'élite, pas de nuit, pas de hauts fonctionnaires, des auxiliaires de l'administration, pas d'officiers dans l'armée. Donc nous étions des primériens en général, et Kasavubu, donc une exception. Alors c'est comme ça que le 4 janvier 1959, vous savez, c'était malentendu ce qui s'est passé le 4 janvier,
Alors, on annonçait qu'il y aurait des réformes politiques. Kasavubu, vous devez, sur la place Imka, ici à Matongé, prendre la parole. À l'époque, il n'y a pas de téléphone comme aujourd'hui mobile. Alors, ils sont allés demander la permission de tenir les meetings le 4 janvier, c'était dimanche. Il n'y avait pas de réponse de l'administration jusqu'au samedi midi, 14h. Vital Mwanda, le père du professeur Mwanda, que vous connaissez des polytechniques là, il dit, mais comment on va dire aux gens s'il n'y a pas de décision de l'administration? Vers 14h30, on l'appelle, demain, il n'y a pas de meeting, c'est interdit. En attendant, tout le monde était alerté pour les meetings. Et dimanche à 14h, ils étaient à la place Imka pour entendre leur leader. Kasavubu, à l'époque, on l'appelait Roi Kasavubu. Et quand il arrivait en voyage, on chantait Zinga, Yala, Kasavubu, Zinga, vive Rei Kasavubu dans notre Congo. Vive le roi Kasavubu, roi du royaume du Congo et roi descendant. Après le Belge, ce sera toi le roi. Et ça a énervé la sûreté coloniale, hein, parce qu'il était roi Kasavubu, partout il passait. Et moi, j'en ai vu une année avant sa mort. Il est venu au petit séminaire et on a acclamé malgré tout roi encore. Bon, donc le roi Kasavubu, ce jour-là, il dit, mais écoutez, demain, il n'y a pas de meeting. Moi, je suis légaliste, je ne peux pas tenir un meeting qui est interdit. Les gens ont dit non. Nous sommes prêts pour le meeting, il n'y a pas moyen d'annuler. Les gens étaient remplis à 14h à la place Imkala, attendant leur roi. Et les Kasavubu s'amènent. Et ne s'est pas amené d'abord, on dit, les gens sont là, il faut aller. Il dit non, je ne peux pas, on va m'arrêter. Non, tu dois venir. Bon. Il est allé quand même dire, voilà, le premier bourgmestre de la ville de l'Époque a interdit les meetings. Je ne peux pas tenir un meeting, sinon je serai hors la loi. Les gens disent non, ils sont sortis du stade, fâchés. Il y a des gens, Mikado, Vita Club. Mikado a perdu contre Vita Club 1-0, je crois, des matchs. Sortant du stade, il veut même, vous voyez, au coin là, Imka là, les gens des deux groupes fâchés se sont rencontrés pour jeter le feu. Alors, on pillait tout sur les passages, pillage, renverser les stations, taper sur tout celui qui passait. Bongolo, à Bongolo, là, il y avait des magasins de Portugais pillés. Kawamba, les écoles catholiques pillées systématiquement. On disait, ils sont des Kimbanguistes qui font ça parce qu'ils n'aiment pas les catholiques. En fait, c'était des Koulouna, en fait, des Koulouna précoces. Hein? C'est pas date parce qu'aujourd'hui, ces affaires de pillage. Alors Kasavubu a dit, mais d'abord, on a attrapé la plupart des bourgmestres qui étaient là comme responsables de la marche. Kasavubu a dit, il a fouillé d'abord. Il a pris un vélo, il a fouillé. Alors quand on dit Kasavubu est mystique parmi les religieux, je vous explique. L'abbé Loya, c'était son ami, lui a prêté une soutane. Soutane de prêtre. Et il avait son vélo, il a d'abord fouillé avec un soutane. Et on voyait les barrières, on voyait un prêtre en soutane. Bon, c'est un prêtre, on les salue encore. Et il est arrivé jusqu'au côté de Massangambila là-bas. C'était des villages encore, c'était pas des communes comme aujourd'hui. C'était encore au village, on buvait le vin Massangambila, ok? Alors, maintenant, il dit, mais si je fouille jusqu'au Congo central, je serai lâche. Et puis mes collègues, bourgmestres ont été arrêtés là-bas. Je rentre, je me livrer moi-même. Il est rentré. On s'est saisi de lui en prison. Il y a eu les procès, maître Croquet venant de France. Il a plaidé non coupable. Kasavubu a respecté la loi. S'il avait tenu les meetings, vous l'aurez arrêté. Mais parce qu'il n'a pas tenu les meetings, il y a eu des troubles. Où est sa responsabilité? Lui, au moins, il a demandé l'autorisation. Vous n'avez pas autorisé à votre autorisation. Donc, je plaide non coupable. C'est comme ça qu'il a été libéré. Mais il a fait la prison. C'est un procès historique et retentissant. Donc le 4 janvier, ce n'est pas Lumumba. Lumumba avec Mobutu était à marge là, en train de se moquer des Bakongo qui marchaient là, mais qui se faisaient taper. Parce qu'il y a eu des grabuges du 4 janvier au 7 janvier, donc des dimanches à Algérie, il y a eu des troubles. Il y a eu l'opération trouble de la force publique. On a fait venir des blindés de Manzangungu, de Tisville à l'époque. Officiellement, on a dit 200 morts. Les gens ne parlent pas de 500 morts, donc c'était sérieux. Quand il y a opération trouble, donc les soldats déchargent leurs fusils, et on connaît même le nombre de munitions qui se sont égarées à cette occasion-là.
Alors, à la fin, bon, 16 janvier, déclaration gouvernementale, le roi de Belgique dit, écoutez, on va vous donner l'indépendance, hein, mais sans atermoiement, finesse, ni précipitation, inconsidérée. Toujours qu'il n'a indépendance, même pour l'épaule, par étapes. Politique des petits pas, mais pas par précipitation. Voilà comment ça s'est... Alors, bon, il fallait se préparer de nouveau. Collège exécutif général, il faut donner des responsabilités à des Congolais qui gèrent l'État avec nous jusqu'à l'indépendance. Et Kassavou s'occupe des finances, des nouveaux finances. Bon, et de nouveau, selon Monette, bon, c'est lui qui doit gérer les finances. Je vous dis parce qu'on veut me couper déjà, me pénaliser, me pénaliser. Non, continue. Merci beaucoup. Bon. Alors, Kassavou, il s'occupe des finances. Et on constate qu'il est un homme totalement intègre et il commence à poser d'autres questions. Alors il dit, mais nous allons avoir l'indépendance maintenant. Mais ces gens qui nous donnent l'indépendance, après, ils nous ont colonisés pendant autant d'années. D'abord, en 58, dans son discours d'installation comme bourgmestre, il a dit, tout ce que Lumumba a dit après, il a dit ce jour-là, la sûreté a voulu l'arrêter. Mais c'était trop tôt, on disait, il n'est que seul. Il n'y a pas de gens qui les suivent, de toute façon, ce n'est pas grave. Alors Kassavou, en 60, avant la table ronde, il dit, écoutez, nous allons avoir l'indépendance, mais nous ne nous connaissons même pas. Nous nous séparons sans nous connaître. Il faut une table ronde politique où les leaders belges et les leaders congolais se retrouvent pour qu'on discute de l'avenir du Congo à tête bas, nous donner l'indépendance comme ça, comme un cadeau empoisonné, et puis c'est la catastrophe. Parce que les juristes belges qui ont fait la loi fondamentale ont dit, nous allons leur mettre des phrases comme ils ne sont pas tellement évoluées, ils vont s'entretuer. C'était prévu dans les stratégies de session. Donc, à ce moment, on vous dit, il faut la table ronde. On nous dit non, il y a très peu de temps, avant les élections de 60, si on organise une table ronde, on n'aura pas le temps. On dit non, et pour une réunion, on a le temps. Alors, 20 janvier 60, au 20 février 60, on a fait la table ronde politique et tout le monde était content. Tous les grands leaders de tous les pays étaient là, sans savoir où ça commençait et comment ça allait se terminer. Alors, pendant cette conférence, première table ronde politique, et bien Kassavou disparaît. De nouveaux mystiques, parce qu'on dit, ah, il est mystique. De nouveau, l'autre jour, il s'est enfoui avec une soutane d'autrui, des prêtres. Maintenant, à Bruxelles, la table ronde, de nouveau, il n'est pas là. On dit, ah, il est tellement mystique, on ne sait pas où il est parti. Il est allé à Aix-la-Chapelle en Allemagne, il rencontrait je ne sais pas qui, pendant quelques jours. Alors, ils ont dit, où est-ce qu'il est parti là? Est-ce que... Bon, il est mystique, pour rien. mais il a disparu, je crois qu'il a eu des contacts politiques importants à Aix-la-Chapelle, vers la frontière de Belgique avec l'Allemagne, et il est revenu après, on l'a retrouvé par là. Alors, donc déjà à ce moment-là, le Quai d'Orsay est venu. Un délégué du Quai d'Orsay a dit aux conférenciers à la table ronde politique, mes chers amis, on ne va pas donner l'indépendance au Congo, parce qu'il y a les droits de préemption de la France sur le Congo. Si la Belgique est fatiguée de coloniser le Congo, nous, la France, nous reprenons. Alors, vous voyez des choses comme ça. Donc, il fallait faire vite. Si vous ne voulez pas, la France continue avec la colonisation. Quand ça va dire non, non, tout de suite là. Nous sommes prêts. S'il y a des partis de Congolais qui ne sont pas prêts à prendre les dépenses, alors nous, au Congo central, on va commencer. Que les autres suivent après, mais pas question de reporter. Donc, il y a eu un délégué du gouvernement français officiel. Ce n'est pas la rumeur, ce que je raconte là. Alors, finalement, bon, au mois de mai 1960, table ronde économique, les Congolais qui avaient déjà les espoirs d'avoir le pouvoir politique, l'économie sans leur disait absolument rien du tout. Ils étaient contents. Quand ça vous pose encore la question, mais les militaires, qu'est-ce qu'ils deviennent? Nous parlons de civils, émancipation, africanisation, mais les militaires, ah, taisez-vous, c'est pas à l'ordre. Je dis, hey. Mais nous allons avoir des problèmes avec les militaires si on ne règle pas les problèmes de leur avenir. Donc on arrive, alors à un certain moment, on charge Kassavou avant l'indépendance comme formateur du gouvernement. Lumumba se fâche. Comment on doit donner les rôles de formateur? Bon, finalement on dit,
nous informateur, vous demandez l'information, comment il fait, hein? Bon, alors, informateur, mais pas formateur. Finalement, on dit, non, comme tu es fâché, c'est toi le formateur. Alors, on a formé le gouvernement. Les Katangais qui envoient l'argent à l'économie, on leur donne des ministères minables. Ils ont dit, oh, si c'est comme ça, même l'heure indépendante, le 30 juin, on va la bloquer. Donc, le 29 juin, la sûreté coloniale a arrêté une tentative de blocage de la fête du 30 juin. Au mois de mai, il y a eu un congrès des unitaristes à Louloabour. Tous les partis unitaristes à Louloabour, ils ont dit nous ne sommes pas prêts pour le 30 juin. OK? Il y a que les Congolais avec le séparatisme qui veulent l'indépendance. Nous, on n'est pas prêts. On va mettre ça au 16 janvier 61. Lisez le Courrier d'Afrique, c'est dans les rapports, sondages dedans. Parce que les gens ne savent pas tout ça. Quand ça vous dit, bon, si les Bengales ne sont pas prêts, nous, c'est tout de suite. L'année où ils seront prêts, nous rejoindrons. Mais nous voulons notre indépendance immédiate et inconditionnelle. Quel courage civique! Parce que sinon, s'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas indépendants. Vous voyez qu'il y a des reports en report, des glissements en glissement, et voilà. Ça nous aurait déjà abîmés à cette époque-là. Alors, donc l'indépendance a quand même lieu le 30 juin avec des incidents. On vole les sabres du roi dans les cortèges. Bohimbo, Ambroise Bohimbo, pendant que le cortège passe chipper les sabres du roi. Alors que Nabotola qui a un poids, que vous continuez, il y a un belge ici, comme un symbole de continuer, Nabotoli en encore. C'est un ancien de la force publique. Donc ça crée des incidents diplomatiques déjà, la veille de l'indépendance. Le 30 juin, bon, les discours, hein, quand ça vous dit c'est la fête, on n'ingérait pas les jours de la fête, il est poli. Le monde me dit c'est trop poli. Hein, c'est pas que nous avons souffert en a 80 ans, matin, midi, soir, parce que nous étions des nègres. Au blanc, on disait vous, et au noir, on disait tu, et c'est passé. Donc, le roi des Belges s'est senti humilié. Faute de lèse-majesté, les journaux le soir de Belgique, tous les journaux belges ont dit il doit mourir. Déjà, le 30 juin en question, le soir, on a dit à le monde de demander, de faire des excuses. Il a dit au ministre des Affaires étrangères, écrivez-moi le discours, je vais le lire au repas du soir, mais pas question. Alors là, ils sont petit nègre qui a écrit, c'est le ministre belge pour lui écrire. C'est fait comme ça. Donc, il n'y a pas que le 30 juin, le discours du matin que vous connaissez, il y a encore le discours du soir dont on ne vous donne jamais le contenu. Et tout ça, c'est l'histoire récente. Et nous sommes des acteurs du présent sans connaître notre présent. Alors, dès que l'indépendance était proclamée, l'armée commence à se soulever. Le commandant Émile Janssens, commandant en chef de la force publique, il dit bon, les militaires veulent avoir des grades, mais parce que l'indépendance, c'est seulement pour les civils. Il va au camp Léopold, c'est le camp Kokolo actuel, tout en sachant que Kokolo, c'était un soldat, Justin Kokolo. Justin, hein? Un soldat de la force publique. Alors, il était fusillé à l'ambassade du Ghana, parce qu'envoyé par Mobutu, il n'a pas respecté les immunités diplomatiques d'une ambassade, on l'a fusillé juste dans cette parcelle. Alors, au camp Kokolo, le commandant en chef de la force publique, il explique aux soldats, vous êtes la force sur qui le Congo peut toujours compter. Pour vous, il n'y a pas de changement. Avant l'indépendance, il est au tableau AI égale AI. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Pour les soldats, il n'y a rien de changé. Ah bon? Et pourtant, il y avait des tracts avant l'indépendance. On dit que si les civils, là, l'indépendance, c'est seulement pour eux, des domestiques, là, qui prennent la maison du propriétaire et nous rien. On va voir. Et ça crée des grabis, des troubles de nouveau, du 5 juillet jusqu'au 11 juillet 60, il y a des troubles. Bon, et on a été obligé de créer l'armée nationale congolaise, les précédents. Donc, on entre dans la crise congolaise, la crise du pouvoir, et cette crise du pouvoir va marquer toute la vie. D'abord, le Katanga, le 11 juillet, se sépare de l'ensemble, sécession du Katanga, donc l'État indépendant du Katanga, le Lubumbashi, qui commence le 11 juillet 60 jusqu'en 63, avec l'intervention des troupes des Nations Unies, on a mis fin à ça, et à la fin, on a rappelé Tchombe à la capitale qui deviendra le premier ministre d'un gouvernement de salut public. Alors, donc, pendant cette période de 60 à 65,
Le gouvernement a beaucoup changé et d'abord, Lumumba, le pauvre Lumumba, a travaillé seulement pendant 2 mois et 5 jours. Et puis, il était politiquement incapable jusqu'à la fin de sa vie. Donc, Mobutu, d'abord, comme il y avait des problèmes au Kasaï, Kassavou vous dit que les Kassaïens sont fâchés, il faut arrêter ça, il y a trop de morts. Alors, il est allé lui-même à la radio révoquer son Premier ministre, en lisant lui-même les communiqués. Lumumba se réveille aussi, lui aussi va lui-même pour révoquer son président. Bon? Donc, c'est l'anarchie. C'était comme ça. Et Mobutu, le 22 septembre, premier coup de sifflet, il neutralise les deux. Il neutralise les deux au bénéfice de Kasavubu d'abord. En 65, dans la nuit du 24 novembre au 25 novembre 65, là, l'affaire, c'est que Mobutu a appelé le coup de bistouri. La première fois, il a cédé, et quand il a pris le pouvoir, il a donné aux étudiants. Donc, si vous dites que dans votre pays, ici, les étudiants n'ont jamais gouverné, les jeunes n'ont jamais gouverné, c'est faux. Parce que le Tshisekedi de Omolomba, le vieux, Albert Ndele, gouverneur de la banque, tous les ministères, c'était des étudiants. Le gouvernement des commissaires généraux, quand Mobutu suspend les deux, et le Premier ministre et le président, mais les bénéficiaires sont des étudiants de l'Ovanion, collège des commissaires généraux, gouvernement des étudiants. Tous des étudiants, il y en a qui deviennent tout d'un coup tout jeunes, vous êtes gouverneur de la Banque centrale. Il faut le faire, hein. Ministre des Affaires étrangères, les étudiants que vous êtes, il y en a beaucoup que je vois là, ils ont exercé de hautes fonctions, comme on dit, de la République, hein. De la République, et souvent notre pays est victime de sa jeunesse, parce que d'année en année, c'est des jeunes qui prennent le pouvoir de 27 ans, 26 ans, 23 ans. Ndouzo Mbomba était bourgmestre de la Gombe à 22 ans. 22 ans, oui, il était bourgmestre avec Justine Kassavou, 22 ans, premier bourgmestre, femme bourgmestre à la Gombe. N'imaginez pas qu'il y a des vieux là. Kassavou, si vous prenez 1969, date de sa mort, moins la date de naissance, 53 ans, hein, c'est pas des vieux. Donc, enlevons de nos têtes cette idée de jeunes qui ne participent à rien du tout. Préparons plutôt ces jeunes à assumer les responsabilités au niveau national, sinon c'est trop tard. Parce qu'ils vont en politique plutôt que nous ne les pensons. Donc, et Kassavou, l'un des problèmes qu'il avait, c'est d'être entouré de gens comme ça, qui n'ont aucune expérience, tout raisonnement, isolé qu'il est bango, comme on dit. Hein. Et donc, c'était pas facile comme chose à gérer. Alors, maintenant, Kassavou qui prend le pouvoir, son modèle de gouvernance, c'est le président Abraham Lincoln. Président américain, l'homme qui a dit, il a fait de la démocratie, c'est le pouvoir par les peuples, le pouvoir du peuple par les peuples. Si vous voyez Kassavou dans un des livres, il porte la main sur la tête de Abraham Lincoln. C'était à la maison, c'est buste de Lincoln. C'est son inspiration. OK? Alors, donc nous avons Kassavou, et Kassavou au quotidien, il était comment? Parce que ça, c'est aussi son héroïsme, souvent c'est ça. Un homme simple, trop simple, parfois fâcheusement simple. Il allait à la réunion des parents, au collège Bobo. Son fils était là-bas. Le jour de la réunion des parents, vous voyez le président de sa vélo, avec une vélo, il n'y a pas de jeep, rien du tout. Hein? Il va au collège Boboto ici, avec lui-même à la réunion des parents. Le père est quoi, lui demande, Martin. Ben, c'était des amis les deux. C'est avec lui qu'ils ont créé les ISP entre 60 et 65, parce qu'il n'y avait pas encore de D6, donc il fallait vite former des D6. C'est avec le père et quoi qu'ils ont fait ça. Tous les ISP, Bukavu, tout ça, Bazangongo, Gombe, c'est avec Kassavou et le père et quoi qu'ils ont fait, parce que s'entendait bien. Alors, lorsque Kassavou arrive au collège Boboto, le père et quoi trouve le président assis dans la salle de réunion des parents. Il tombe, mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis venu accomplir seulement mon devoir des parents. Bon, alors, donc imaginez un homme inhabituel, tout simple pour son âge et sa fonction. Véoué, c'est rien du tout.
Il y a 2 places pour s'asseoir dedans. Alors, le soir, quand il a fini la présidence, le bureau, c'est le bureau actuel à l'enseignement supérieur, en face de la Banque centrale. C'était dans le bureau en face, c'était le Premier ministre du moment. Il passe avec lui-même au volant. Il a vu faire manger les brasseries. Et souvent, son neveu qui est en droit quand il vient en vacances, il dit, étudiant, viens, parce qu'il n'y a pas que les fonctions de l'État. Alors, accompagne-moi à ma ferme. J'allais à Djili brasserie, vous voyez, Djili là, dans le coin, et faire les champs, et manger les ananas s'il le faut. Et voilà l'homme tout à fait simple. Quand il y avait des fêtes en famille, Mobutu, avec sa femme qui est encore un simple, vous voyez la femme parfois, la blouse c'est encore une espèce de cinglé. Vous voyez les blouses qui ressemblent à la femme. Il invite la famille, Mobutu et ses enfants, manger bien chez maman Hortense, en famille, et donc c'est à l'aise quoi. Ce n'était pas le protocole que nous connaissons. Donc un homme d'une extrême simplicité. Donc il allait avec à la ferme là. Bon. Donc je vous ai dit que c'est un homme mystique parce que bon, 2 fois on a dit qu'il était mystique, je vous ai expliqué les causes. Hein, pourquoi il était absent, invisible. On a interprété ça dans tous les sens. Alors, et il a constaté, dans sa gouvernance, on va vous expliquer ça tout à l'heure, hein, il a constaté que les ministres à l'époque étaient à la fois ministres et députés. Et ils avaient des salaires, 2. Il dit, nous avons un peuple trop pauvre. Vous ne pouvez pas... Je vais terminer, on me presse. Nous avons un peuple trop pauvre, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir 2 salaires. Supprimez les salaires des députés parce que vous êtes ministre. Comment il fait des choses pareilles? Donc il a fait supprimer les salaires. Politique d'austérité, supprimer. Ils vont à Addis Abeba de nouveau se promener. Haïlé Sélassié dit, l'empereur, à la réunion de l'Union africaine, le Congo est en guerre, il y a des sécessions, il n'y a pas d'argent. La délégation congolaise à l'hôtel ne paye rien, c'est le gouvernement de Sa Majesté qui paye. Il appelle tous ses collaborateurs en chambre, là, il dit, Boyoki, on va nous payer les frais de séjour ici. Vous, votre argent doit retourner à la caisse de l'État. Ah, Mukongozo, c'est Mukongozo, c'est incroyable. Comment il fait des choses pareilles? Donc, c'est un modèle d'austérité financière de l'État, un modèle de bonne gouvernance. Je ne vais pas ravir la parole aux choses. Alors, en 65, je vais aller vite, donc on me demande de terminer. En 65, on a fait des fameux coups d'État. D'abord, la veille, il nomme Mobutu lieutenant général. La fonction de lieutenant général, c'est la fonction de commandant suprême de l'armée belge, ça veut dire les rois. Alors, la tenue que vous portez, c'est le similaire de la tenue du lieutenant général. Maintenant qu'il nomme Mobutu lieutenant général au camp Kokolo là-bas, eh bien, Mobutu se dit donc, je deviens le commandant suprême de l'armée, donc chef de l'État. Quelques jours après, il fait le coup d'État, avec le haut commandement militaire. Maintenant, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce monsieur, il est humble, il ne fait pas de mal aux gens. On le tue, on le laisse vivant. On dit qu'il rentre Bobozo, le général oncle de Mobutu, dit, notre Tikayakeni. Pendant que les cortèges quittent Kinshasa, pour aller à Boma, en cours de route, on attaque. On veut attaquer les cortèges. Bomboko, on nous dit non, il y a des obstacles en route, on veut tuer Kasavo. Mobutu, on a dit à Mobutu, mais si tu les laisses là, si tu fais la rébellion contre toi, comment tu vas faire? Il faut les tuer. Alors, Mobutu décide qu'on les poursuive, qu'on bloque, et qu'on les fasse mourir. Bobozo appelle Mobutu. Moi, tata wana sala kabisa kaka malamu. Ndeni tokoboma tikaye azonga na boma kofana na kimia. Donc, voyez déjà en route ce qui se passe, sinon il ne serait même pas arrivé. Alors, il va en résidence surveillée, à Boma, chez lui, tout le temps dans la clandestinité, sans crier, sans tousser. Hein. Et voilà, donc il va mener une vie dure jusqu'en 69. En 68, on a inauguré la chapelle du petit séminaire de Mbatakela. Quand Savubu arrive à Boma, à Mbatakela là-bas, pendant la messe, il est venu en retard. Comme toujours, il s'assoit au dernier banc. On a prévu qu'il aille s'asseoir devant. Il va au dernier banc. Il a dit, d'abord quand il est venu, on dit, roi, on dit, oh, donc quand ça est là. Nous sommes à la messe. Hein, et dès que la messe, le prêtre a béni, il a fouillé.
Parce que d'ici je reste là, j'ai des problèmes avec la sécurité de Mobutu, et on va m'arrêter, et il est parti. L'année suivante, le 24 mars, on nous dit qu'il fallait rencontrer le cortège royal et des présidentiels. Kasavubu est mort, les élèves, tous les élèves au bord de la route, parce que la dépouille vient de Kinshasa. Mais cette dépouille qui vient de Kinshasa s'est passée comment? Il est mort à Boma. La veille, il a reçu Monseigneur Raymond Doudi, évêque de Boma. Il a dit, Monseigneur, moi je vais mourir, bénissez-moi, mais dites à ceux qui vont me suicider qu'on puisse préserver l'indépendance du Congo à tout prix. Qu'on préserve l'indépendance. Donc c'est vraiment le père de l'indépendance du Congo. C'est le dernier conseil qu'il a donné, tout sauf aliéner l'indépendance du pays. Le Congo nous appartient, il faut défendre sa souveraineté. Alors, on a pris la dépouille mortelle, on l'a amené d'abord au village. Le premier réflexe, on va l'enterrer au village, comme il a dit lui-même, il s'est enterré. Les gens l'amènent au village. Bon. Mobutu qui était en Allemagne en voyage, apprend que Kasavubu dit à Singa Oudjou qui vient de mourir, il n'y a pas le ministre de l'Intérieur, s'il vous plaît, pas comme ça. Il faut qu'on rende les honneurs dus à Kasavubu comme président de la République. Il faut aller rechercher la dépouille mortelle. Singa est quitté Kinshasa, aller à Singini, au village, récupérer la dépouille mortelle, avion, Boma, Kinshasa, Nji, l'aéroport, il n'y avait que des VW. Mais les cortèges n'avaient que des VW, des petites voitures. Il n'y avait rien de ça. Les gens pleurant de l'aéroport jusqu'en ville. Et puis on a amené au palais de la nation, les diplomates, les ministres, tout le monde a présenté ses condoléances. On a organisé ça en l'absence de Mobutu. Mobutu en Allemagne où il était, il a fait organiser une messe là-bas sur place. Et bien voilà, on a repris le corps en direction de Boma et de Singini pour l'enterrer là où il repose actuellement. Donc, Kasavubu, que nous célébrons aujourd'hui, dont nous voulons réveiller la mémoire, c'est un homme simple, honnête, intègre moralement, apôtre de la bonne gouvernance, disciple de l'austérité. Il a mené une lutte acharnée contre la corruption. Il a refusé les cadeaux. En 1964, par exemple, le chancelier Adenauer lui a offert un avion. On a dit qu'un président doit avoir un avion présidentiel. Tu ne peux pas les payer grand sans avion, tu ne peux pas. Il lui a donné un avion et une imprimerie. Alors il dit, Timeo Danaos et Don Afferentes. Je crains les Grecs, même lorsqu'ils apportent des cadeaux. Donc c'est méfier jusqu'à... On nous donne un avion, il les prend quand même et dit, je ne vais pas monter dedans, ok? Alors qu'est-ce qu'il fait de l'avion? Il donne ça à l'armée. À l'armée, c'était un moment où l'armée ne garde pas proprement les biens là. Ça s'est commencé à s'abîmer. Et l'armée a donné ça à l'Ovanium. Le monseigneur Gillon dit, écoutez, on va créer une compagnie aérienne de l'université L'Ovanium. C'était cet avion d'Adenauer là, donné au président. Alors l'imprimerie, il a donné ça à l'État, parce que vous voulez la présidence, la presse présidentielle, il va avoir une imprimerie. Il dit pas question de me corrompre comme ça. Et l'imprimerie, il a donné ça à l'État, c'est devenu l'imprimerie Bondo Samala. Là où on imprimait le journal Salon, cette imprimerie, c'était ça qu'on avait donné, Adenauer avait donné au président qui ne voulait pas être corrompu. J'ai craint Timeo Danaos et Don Afferentes, j'ai craint les Grecs, même lorsqu'ils m'apportaient des cadeaux. Donc, il a défendu la souveraineté nationale. C'était un modèle, comme disait Moulomoloko, d'homme intègre et qui a le sens du devoir de l'État. Et le cardinal Malone a dit que c'est le véritable père de l'indépendance du Congo et de la souveraineté internationale du Congo. C'est un homme juste et visionnaire. Je vous remercie. Banda to zuwa ebumbeli